Les thérapies ciblées, avec le démembrement moléculaire, ce sont les immunothérapies, ce sont les combinaisons d'immunochimiothérapie, ce sont, tous les essais thérapeutiques, de phase précoce. Voilà, nous, on s'intéresse, à une autre, partie, de la prise en charge en insistant vraiment, sur la prise en charge globale. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de l'oncologie intégrative? On parle de l'association de la cancérologie conventionnelle, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, chirurgie, etc., associée aux pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Et c'est bien l'association de ces deux pratique qui conduit à la définition de la médecine intégrative et plus spécifiquement, ce soir, on s'adresse à la cancérologie intégrative. Alors, la cancérologie conventionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle repose sur des données considérées comme valides par les professionnels de santé, avec un niveau de preuve scientifique suffisant. Elle comprend les soins spécifiques que je viens de citer, mais également les soins de support. Alors, les soins de support, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des soins et des soutiens qui sont nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique ou oncohématologique spécifique lorsqu'il y en a. Dans ces soins de support, il y a toute une partie qui est complètement conventionnelle. Ce sont par exemple les médicaments que l'on utilise pour le contrôle des symptômes, que ce soit les antalgiques, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antinauséeux, etc., etc. Et puis, dans les soins de support non médicamenteux, il y a ce que l'on appelle le socle qui a été défini par nos autorités, qui sont la prise en charge de la douleur, la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale et la prise en charge nutritionnelle. S'associent 5 soins de support qui sont dits complémentaires, qui sont l'activité physique adaptée, les conseils d'hygiène de vie, le soutien psychologique des proches et des aidants, la préservation de la fertilité, la prise en charge des troubles de la sexualité. Alors pourquoi utiliser des thérapies complémentaires? Qu'est-ce qu'on attend de nos patients? Bien, on sait que les patients en attendent en premier d'atténuer les effets indésirables du traitement anticancéreux. Les patients rapportent aussi qu'ils souhaitent stimuler le système immunitaire, renforcer les défenses de l'organisme pour mieux supporter le traitement. Ils espèrent augmenter leur qualité de vie, le bien-être global et parfois même dans certains cas, ils peuvent espérer guérir leur maladie. Il faut savoir que 84% des utilisateurs trouvent que les thérapies complémentaires sont efficaces. Ce qu'en attendent les soignants est sensiblement différent. Pour autant, la première attente est la même, c'est là aussi soulager les effets indésirables du traitement conventionnel. Les sociétés savantes internationales ont émis des recommandations pour l'utilisation de la médecine intégrative. Je vous ai mis ici l'exemple du cancer du sein, où il y a eu une analyse de la littérature scientifique de 1990 à 2015, et que l'analyse de cette littérature a montré des arguments grandissants en faveur de l'utilisation de certaines thérapies complémentaires, notamment celles du corps et de l'esprit, comme soins de support efficaces pendant et après le traitement du cancer du sein. Par exemple, l'utilisation de la musicothérapie, de la méditation et du yoga, il a été démontré que cela permettait de diminuer l'anxiété et le stress. Par exemple, la méditation, la relaxation pour la dépression et les troubles de l'humeur. De la même façon, cette analyse de la littérature montre qu'il n'y a pas d'évidence forte pour proposer l'utilisation de suppléments alimentaires. Et puis, ce qu'il est important de noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses pratiques complémentaires restent cependant insuffisamment étudiées et qu'on n'a aujourd'hui aucune évidence, soit pour les recommander définitivement, soit pour les éliminer. À partir de là, comment peut-on avoir accès à l'oncologie intégrative? Par le développement de thérapies complémentaires et également par ce qu'on peut appeler une consultation d'oncologie intégrative qui vient donc en complément de la consultation classique d'oncologie. Quels sont les enjeux de cette consultation? Garantir la sécurité des patients, améliorer la santé, la qualité de vie et le devenir des patients, prévenir la survenue d'autres cancers,
Aider les patients à devenir acteurs de leur prise en charge, c'est un élément tout à fait important, et également favoriser le retour à la vie active après la fin des traitements. Là aussi, nous avons de la littérature scientifique pour nous appuyer sur cette proposition de consultation d'oncologie intégrative. Il est démontré que l'intégration d'un processus structuré pour référer les patients vers les thérapies complémentaires améliore la prise en charge globale et la qualité de vie pendant la chimiothérapie, et que l'amélioration de la tolérance des traitements améliore également ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la dose intensité à la chimiothérapie, c'est-à-dire en fait le respect du programme prévu de chimiothérapie. Alors, il faut par là même également prévenir les fausses idées. Un produit naturel ne veut pas dire sans risque. Les traitements complémentaires entrepris par le patient peuvent avoir des interactions défavorables avec les thérapies spécifiques en cours. Il faut absolument consulter les autres thérapeutes. Une thérapie complémentaire ne va jamais répondre à une situation d'urgence. Quand on dit que quelque chose marche comme un placebo, ça ne veut pas dire que c'est inefficace. Et enfin, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence d'efficacité. Alors, comment l'oncologue peut-il informer ses patients et leur entourage? Comment est-ce qu'on peut discuter et maintenir l'alliance entre l'oncologue et le patient? Je crois qu'il faut vraiment instaurer un dialogue le plus tôt possible. Pour nous, oncologues, il n'est pas tout à fait possible de recommander, en dehors d'une bonne connaissance des thérapies complémentaires, mais il n'est pas possible non plus de nier l'engouement de la demande. Il faut savoir que les patients sont en général très satisfaits, et il est important aussi de respecter la croyance. Pour autant, il faut parfois expliquer l'effet placebo en expliquant que c'est un effet thérapeutique global sur le patient. Il faut évidemment différencier alternatifs et complémentaires. Il est possible pour nous de conseiller sur les différentes approches et sur les praticiens. Et on va essayer de conseiller des praticiens qui ont une formation validée et qui respectent leur domaine de compétences. On informe sur les risques, car il y a une grande disparité des pratiques. Il y a un risque de toxicité, d'interaction médicamenteuse. Il y a également un risque financier et un risque de dérive sectaire. Et j'insisterai un tout petit peu sur ce qu'on peut appeler un charlatan et comment peut-on le définir. Un charlatan, c'est une personne mal intentionnée qui va profiter de la faiblesse de la personne malade pour la manipuler. Et on sait bien que nos patients atteints de cancer peuvent être fragilisés et peuvent être manipulés, le patient ou son entourage. Le charlatan, il va dénigrer, modifier le traitement conventionnel, ou alors il va conseiller l'abandon. Le traitement va être coûteux, il essaye de vendre, il peut essayer des séances, il peut proposer des séances gratuites ou demander de régler à l'avance. Il refuse la communication avec les autres médecins. Il va se présenter comme pouvant comprendre la maladie et pouvant potentiellement la guérir, en agissant sur le mental et le physique, et peut volontiers isoler de la vie sociale et familiale. En conclusion, les pratiques complémentaires, elles peuvent apporter un bien-être, mais elles ne remplacent pas les traitements. Elles ne doivent pas être en contre-indication avec eux. Leur pratique ne doit pas donner lieu à une exploitation financière ou à toute autre manipulation à tendance sectaire. Une pratique ouverte à toute approche conventionnelle ou non et qui apporte un bénéfice clinique avec une efficience qui là aussi devra être évaluée par une méthode scientifique. C'est comme cela que l'on pourra éviter les mésusages. C'est une pratique technique et humaine, sans clivage, qui revalorise clairement le temps de la communication et de la concertation. Et enfin, c'est une pratique complexe qui nécessite des expertises, un maillage, une coordination pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, ainsi qu'un lien fort vie-l'établissement. Avant de vous lancer, demandez conseil à votre médecin.